Alors c'est l'heure de l'invité média au Grand O. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir l'économiste Patrick Artus. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, revenons sur votre parcours. Vous êtes ce qu'on pourrait qualifier de grosse tête, Polytechnique, Sciences Po, ENSAI, donc École nationale de la statistique et de l'administration économique. Vous avez notamment été directeur des études de l'ENSAI, conseiller scientifique à la direction générale des études de la Banque de France, administrateur de l'INSEE. Vous êtes également un chroniqueur et un auteur prolixe. En 2006, votre livre Comment nous avons ruiné nos enfants, co-rédigé avec Marie-Paul Viard, reçoit le prix des lecteurs du livre d'économie. Et votre dernier ouvrage en date, coécrit avec Isabelle Gravet, s'intitule La crise de l'euro, comprendre les causes, en sortir par de nouvelles institutions. Ainsi, vous faites partie des économistes les plus écoutés, les plus lus de la place parisienne. Actuellement, vous êtes directeur de la recherche et des études économiques de Natixis et professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Polytechnique. Plus Polytechnique, Polytechnique, mais non, non. j'ai arrêté. D'accord. 27 ans, 27 ans que j'étais à Polytechnique. Donc, Malgré ça, ça fait de vous quand même un grand professeur. Et des professeurs, on en a besoin pour expliquer la crise. Alors on dit la crise, tout va mal. Il y a Depardieu qui fuit la France, la crise de l'Union Européenne. Il paraît qu'elle n'est pas si finie que ça. Et puis, à croire votre propre flash écho, vous publiez plusieurs fois par jour sur le site de Natixis, le pouvoir d'achat des Américains sera en 2032 120% supérieur au pouvoir d'achat français. Donc en gros, largement deux fois plus. Donc à vous croire, il faudrait probablement revoir un petit peu les modèles dans lesquels on vit. Est-ce que cette crise est rédhibitoire et faut-il fuir la France? C'est le sujet de Média Direct aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vais juste vous poser une question sur votre positionnement. L'économie est souvent une affaire de chapelle, mais je pense que vous en faites abstraction. Juste très rapidement, vous cautionnez apparemment pas les politiques d'austérité en raison de leur effet sur l'économie interne. Mais vous voudriez une réindustrialisation de la France, mais vous appelez aussi à une amélioration drastique de la compétitivité. Alors, est-ce que vous êtes plutôt libéral, plutôt social-démocrate, ou est-ce que vous êtes une sorte d'artusiste? Il n'y a plus tellement de chapelle chez les économistes. C'est quelque chose qui a un peu disparu. Dans les années 70, les keynésiens et les monétaristes s'entretuaient. Je crois qu'il y a un assez grand consensus. Moi, je fais partie de deux groupes. Un qui est le Conseil d'analyse économique, qui conseille le gouvernement, et l'autre qui s'appelle le Cercle des économistes, que vous connaissez peut-être. À l'intérieur de ces groupes, on a des économistes qui ont des rattachements politiques extrêmement différents, qui vont de la droite de l'UMP à la gauche du PS, en gros, et qui arrivent à écrire ensemble des rapports où ils trouvent un accord sur qu'est-ce qu'il faudrait comme réforme fiscale, qu'est-ce qu'on fait pour ramener de l'industrie. Donc je crois qu'il y a assez peu de corrélation aujourd'hui, je dirais, entre le positionnement politique personnel des économistes et ce qu'ils racontent sur les politiques économiques. Donc voilà. Par contre, juste un mot, je crois qu'il est vraiment important, si on veut faire sérieusement de l'économie, de pas tomber dans les idées toutes faites. Et donc d'être extrêmement précis et de ne rien croire avant de l'avoir regardé. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'idées toutes faites sur la situation de la France. Inès. Très bien. Alors si encore vous dites qu'il n'y a pas vraiment de clivage entre les avis politiques et les avis économiques, vous avez toutefois un avis économique sur ce qui se passe dans l'actualité et notamment dans l'actualité politique. Et alors justement récemment, donc, sur la situation de l'Union européenne et notamment la position britannique, puisque le 23 janvier dernier, David Cameron, Premier ministre britannique, donc, a annoncé qu'il organiserait un référendum d'ici 2017, éventuellement sur le maintien ou non donc, de l'Angleterre dans l'Union européenne. La banque américaine Morgan Stanley avait déjà parié en décembre sur un éventuel départ du Royaume-Uni, et il semble que ça se confirme dans l'opinion publique. Alors, est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un impact positif sur l'économie britannique, ou est-ce que c'est pas plutôt un signe de lâcheté et qui risquerait d'engendrer une défiance à l'égard des entreprises britanniques? Tout dépend de la façon dont ça s'organise. C'est-à-dire que si les Britanniques sortent de l'Union européenne, mais restent totalement intégrés à l'Europe, avec un accord de libre-échange, avec la libre circulation des capitaux, des personnes, des biens, avec un accord douanier, il ne va pas se passer grand-chose, honnêtement. Les Anglais ont quand même, depuis le début, la capacité à trier dans les règles de l'UE celles qui les arrangent et celles qui ne les arrangent pas. Ils ont fait de l'opt-out, comme on dit, de la monnaie, mais aussi de la plupart des politiques du marché du travail. Le problème des Britanniques aujourd'hui, c'est l'évolution institutionnelle qui est assez rapide. Le traité de Lisbonne, c'était une union entre 27 pays aujourd'hui, sans aucun fédéralisme, et avec un certain nombre de pays qui avaient une monnaie en commun, mais qui n'étaient pas particulièrement spéciaux à l'intérieur de l'Union européenne.
Par exemple, toutes les décisions budgétaires devaient être prises à l'unanimité des 27, même si elles concernaient que les pays de la zone euro. L'évolution institutionnelle qu'on a aujourd'hui, c'est que les pays de la zone euro vont avoir leurs institutions à eux. Et donc les Britanniques se sentent extrêmement marginalisés par rapport à ce changement institutionnel, que finalement, être dans l'UE sans être dans l'euro devient quelque chose de très, très compliqué. Et sans doute une position où on a extrêmement peu de pouvoir pour influencer les décisions. Mais honnêtement, sauf s'il y a des rétorsions, on met des droits de douane sur les produits anglais, mais enfin personne ne croit à ça, ça ne va pas changer grand-chose dans la mesure où les Britanniques ne s'appliquent que les règles qu'ils ont envie de s'appliquer. Alors, justement, sur cette question de l'opt-out, le Royaume-Uni n'a jamais intégré la zone euro en soi. Mais en revanche, c'est un des acteurs économiques majeurs de l'Union et Londres est l'un des premiers partenaires commerciaux de l'Union. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait envisager un traité commercial entre l'Angleterre et l'Union qui serait du même type que celui de la Suisse, par exemple? Oui, bien sûr, c'est ça l'idée. Je crois que c'est ça l'idée des Anglais. Après tout, regardez le Canada, le Mexique et les États-Unis. Ce n'est à aucun moment venu à l'idée du Canada et du Mexique de prendre le dollar américain comme monnaie ou d'avoir autre chose avec les États-Unis que l'ALENA, c'est-à-dire un accord de libre-échange. Donc, du moment que vous avez un accord de libre-échange, il n'y a pas d'énorme problème. Il faut même se rendre compte qu'en plus, quand vous êtes un pays à la marge d'une grande union, au Canada par rapport aux États-Unis ou l'Angleterre ou la Suède aujourd'hui par rapport à l'Union européenne, alors, la Suède est dans l'UE mais dans de la zone euro, c'est une position très confortable parce que vous profitez de l'intégration économique et en même temps, vous pouvez utiliser votre monnaie pour gérer les cycles. Les Canadiens ou les Suédois font ça très très bien. C'est-à-dire que quand les États-Unis vont mal, les Canadiens déprécient le dollar canadien et donc ils stabilisent leur économie. Quand l'Europe va mal, les Suédois déprécient la couronne suédoise. Donc on s'aperçoit qu'il y a une extraordinairement bonne performance économique des petits pays à la marge des grandes nations, quoi. Mais à condition qu'ils gardent leur autonomie monétaire. Mais la France ne peut pas faire ça. Nous, on est dedans. On est dedans, puis on est peut-être un peu gros. Mais politiquement, c'est une situation assez instable d'avoir un pied dans l'Union européenne, un pied en Angleterre, donc le grand écart se fait. Est-ce que ça pourra tenir longtemps? Non, à nouveau, ce que reprochent les Anglais à l'Union européenne, c'est qu'on n'a pas tenu notre parole sur les institutions. Il y avait les institutions du traité de Lisbonne, qui ont été présentées comme étant les institutions définitives de l'UE, qui étaient clairement une Europe sans aucune structure fédérale. Et maintenant, on parle effectivement d'avancer vers une structure fédérale, d'avoir un ministère du budget, une agence européenne d'émission de dette publique. Donc on est vraiment dans une évolution institutionnelle très rapide et qui déplaît profondément à l'Angleterre, qui a aucune envie de participer à une Europe de type fédéral, encore plus si elle est marginalisée du point de vue du pouvoir de décision. Donc je comprends assez la réaction anglaise. C'était pas ça le plan, si vous voulez, pour l'Union européenne après le traité de Lisbonne. Donc abordons désormais un peu un mot qui fait fureur en ce moment, c'est la crise. Un mot résonne dans toutes les têtes de toutes les populations européennes. Quelle est votre analyse sur cette crise en fait? Est-ce qu'on va en sortir ou est-ce qu'on va en vivre d'autres? Et est-ce qu'on va vivre éternellement avec une crise? Il faut essayer de remonter aux vraies causes de la crise si on veut être capable d'en sortir. Alors ça, c'est l'objet de mon bouquin avec Isabelle Gravet, donc je conseille la lecture évidemment à tous les lecteurs, tous les auditeurs, bien sûr. Non, sérieusement, c'est vraiment très important de comprendre d'où ça sort. La crise de la zone euro, ce n'est pas une crise des finances publiques, ce n'est pas une crise des banques. La crise des banques et des finances publiques, c'est une conséquence de la crise de la zone euro. La crise de la zone euro, c'est une crise des institutions. Nous avons cru, disons, les fondateurs de l'euro ont cru qu'ils n'avaient pas à traiter le problème de l'hétérogénéité des pays, puisque du moment que les pays allaient avoir l'euro comme monnaie, ils deviendraient extrêmement semblables. Et donc, l'idée, c'était que les 17, maintenant, pays de l'euro, allaient, grâce au fait qu'ils avaient la même monnaie, avoir des structures économiques extrêmement semblables, et donc qu'il n'y aurait aucun problème d'asymétrie, si vous voulez, entre ces pays. Or, tous les économistes normaux, et d'ailleurs l'observation des faits, montrent que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Quand vous avez des pays qui ont la même monnaie, ils se spécialisent, et donc ils se mettent à produire des biens différents. Donc en réalité, ce qui est nouveau dans la réflexion, je dirais, des institutions européennes, c'est qu'ils se rendent compte qu'il faut avoir la même monnaie entre des pays qui sont de plus en plus différents. Et pas différents en termes de choc ou de cycle, différents en termes de leurs structures économiques. Sauf que la crise est internationale. La crise n'est pas ne concerne pas que les pays ayant l'euro comme monnaie. Il y a eu plein de crises. Vous avez... mais est-ce que les États-Unis sont vraiment sortis d'un cycle de crise? Oui, est-ce qu'ils ne sont pas à l'abri d'une rechute, surtout? On a l'impression que non. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a eu une crise qui était une crise de surendettement des ménages,
Et donc là, qui est une crise financière dès le départ. La crise des subprimes, c'est crise de surendettement des ménages, une bulle immobilière. Le taux d'endettement des ménages américains est aujourd'hui celui qu'ils avaient en 2003, c'est-à-dire avant le début de la bulle immobilière. Donc les États-Unis sont vraiment sortis de la crise. Mais la crise américaine, alors après qui est devenue une crise mondiale parce que Lehman, effondrement du commerce, etc. Mais la crise américaine, c'est une crise financière. C'est une crise de la façon dont les banques américaines ont prêté aux ménages. Mais dans ce cas-là, là je recite la phrase que j'ai vue dans un de vos flash éco récents. Imaginez que je sois votre fils et que j'essaye d'imaginer des études à l'étranger et que je vois que dans 20 ans, en gros, les Américains auront deux fois plus de pouvoir d'achat que nous. Est-ce que c'est encore viable de rester en Europe si la crise est terminée aux États-Unis et que la crise va continuer et probablement s'aggraver en Europe? Alors, dans la crise européenne, il y a une crise lente et longue, et puis il y a la crise brutale des dettes publiques, mais à nouveau qui n'est pas une crise des dettes publiques, qui est une crise de ce que nous ne savons pas aujourd'hui mettre en place des institutions qui permettent à des pays très différents d'avoir la même monnaie. Quand vous avez un pays très industriel avec de gros excédents extérieurs, comment a-t-il la même monnaie qu'un pays qui est très désindustrialisé? Et ça risque pas de s'améliorer. Ça, on ne sait pas faire. La seule façon dont on a réglé le problème transitoirement pour le moment, c'est en appauvrissant considérablement les pays qui ont peu d'industrie, de manière à rééquilibrer fictivement leur commerce extérieur. Et on n'a pas du tout la solution de long terme, qui est que nous avons à l'intérieur des pays. Les régions désindustrialisées à l'intérieur de la France survivent parce qu'elles reçoivent des transferts publics, et ça s'appelle le fédéralisme. Après, vous avez une autre crise que vous évoquez qui est très importante aussi, qui est la crise longue de la zone euro, qui est la disparition du progrès technique. Les gains de productivité dans la zone euro, c'était 3% dans les années 70, 2% dans les années 80, 1% dans les années 90, 0 aujourd'hui. Alors que les gains de productivité aux États-Unis sont restés légèrement au-dessus de 2%, de façon très stable dans le temps. Donc nous ne savons plus faire de croissance, et ça vient, et j'arrête là, mais je crois que c'est important de le dire, ça vient essentiellement de ce que le capital que nous mettons en place dans la zone euro est peu moderne. La partie de nouvelles technologies, par exemple, dans le capital de la zone euro, est 2 fois plus petite qu'aux États-Unis. Et alors ça, c'est un problème qui s'ajoute au problème institutionnel, et c'est vrai aussi en Allemagne, qui est notre incapacité pour l'instant à fabriquer de la croissance à long terme, mais c'est une autre crise, si vous voulez, par rapport à la crise institutionnelle dont je parlais avant. Donc en somme, en ce moment, on entend souvent parler d'un printemps économique européen qui serait là avant l'heure. Est-ce que c'est complètement superficiel? Alors, il y a des choses qui s'améliorent, qui sont les taux d'intérêt dans les pays en difficulté. Les Espagnols qui s'endettaient presque à 8% s'endettent à 5%, les Italiens s'endettent à 4%, les Grecs qui s'endettaient à 40% s'endettent à 10%. Donc, évidemment, ça aide. Mais je suis assez quand même inquiet. Et je trouve que l'optimisme des investisseurs et des marchés financiers est assez superficiel. Je vais juste revenir. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit sur une crise plus longue de la zone euro, parce que c'est quelque chose dont on parle globalement pas beaucoup. On se concentre sur les sommets européens et sur la crise de la dette. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Europe pour réenclencher une croissance et réenclencher des gains de progrès technique? On a l'impression, si vous voulez, que les seuls moments dans l'histoire où l'Europe fait des gains de productivité, c'est quand elle rattrape le niveau de productivité des États-Unis. Après la guerre, par exemple. 50, 60 et début des années 70. Et du moment qu'on arrive au niveau de productivité des États-Unis, on s'arrête. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de développer un progrès technique propre. Dites ça autrement, de façon plus anecdotique. Quelle technologie nouvelle importante avez-vous vu développer dans la zone euro? Regardez, je ne sais pas, le moteur hybride, c'est japonais. Le cloud computing, c'est Airbus. américain. Oui, c'est pas une technologie, c'est des avions, c'est pas une technologie très énorme. Mais c'est bien, on fait de plus en plus grand, de plus en plus rapide. Oui, mais ça fait assez longtemps. Non, mais regardez dans les choses vraiment qui fabriquent de la croissance, quoi. Je veux dire, donc moi, je crois que le vrai problème de la zone euro, c'est un très grand handicap par rapport aux États-Unis dans la capacité à transformer la recherche fondamentale en produit. La recherche fondamentale de la zone euro, elle est aussi bonne que la recherche fondamentale américaine. On a des prix Nobel, des médailles. C'est un problème de culture, un problème de défense C'est un problème, à mon avis, de blocage à la liberté d'entreprendre. Ce qui fait qu'il y a peu d'entrepreneurs qui font ce que font les Américains, c'est-à-dire aller dans les universités, travailler avec les labos, aller voir des business angels qui les financent en capital. Enfin, et cette espèce de mousse qui prend entre le financement, la recherche, les entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus petit en Europe qu'aux États-Unis. Mais là encore, rapidement, c'est une question de régulation ou plutôt une question de culture? Je pense que c'est les deux. On voit bien vraiment en France qu'on a des PME qui sont, pour la plupart d'entre elles, extraordinairement conservatrices, qui investissent très peu, qui se développent très peu, qui embauchent très peu, qui exportent très peu, qui sont très contentes de fabriquer les mêmes produits avec les mêmes clients. Et puis, il y a des obstacles à la croissance des entreprises.
les règles du marché du travail, on en parle moins, les normes techniques, les normes de sécurité. Et donc, c'est les deux. Et j'ai une question un peu plus personnelle, peut-être un peu plus naïve, c'est quel est votre point de vue sur les marchés financiers? Il y a deux films qui sont sortis récemment, c'est Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde, de Fritz et Mark Roche, ou l'autre qui a reçu un Oscar en 2011, Inside Job, de Ferguson. Terrible, oui. Et quelle est votre analyse sur ce film-là? Comment faire la distinction entre le vrai et le faux? Non, je crois que, oui, alors, je crois qu'il y a une énorme différence, deux choses là-dessus. Il y a une énorme différence entre la finance européenne et la finance anglo-saxonne. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la finance en Europe. Inside Job, on n'a pas vu ça en Europe. Quoi. Donc, je crois, d'ailleurs, regardez, il n'y a pas de subprime européen. On n'a pas forcé à s'endetter des gens qui ne pourraient pas rembourser. On n'a quand même pas beaucoup fait. Enfin, il y a infiniment moins, je dirais, de comportements tordus dans le système bancaire européen que dans le système bancaire américain. Hein. Alors ça laisse penser que pour avoir une meilleure croissance, il faut être vénal. Non, mais ça n'a rien à voir. D'abord, ça leur coûte de la croissance aux États-Unis d'avoir cette crise bancaire. Non, voilà. Est-ce que le scénario peut se reproduire? Alors ensuite, je voulais quand même dire une autre chose qui est importante, il me semble, c'est que si vous dites quelle a été l'évolution, une des évolutions très marquantes des 20 dernières années ou des 30 dernières années, c'est que jusqu'au milieu des années 1990, c'était l'économie réelle qui causait la finance. Donc quand ça allait bien, les actions montaient, quoi, ou les prix des maisons montaient. Et depuis la fin des années 90, c'est la finance qui cause l'économie réelle. Ça va bien quand les prix des actions montent et quand les prix des maisons montent. Regarde, la reprise américaine aujourd'hui, elle vient de la remontée des cours boursiers et des prix des maisons. Et donc on a une causalité inverse. Et je trouve que ça, c'est extrêmement dangereux. La finance ne devrait pas causer l'économie réelle. Et donc les prix des actifs financiers déterminent le cycle économique. Ça devrait être le cycle économique qui est causé par des mécanismes de l'économie réelle, d'investissement, d'inflation, qui déterminent le prix des actifs. Donc les prix des actifs financiers, ils ont une vie propre, et c'est devenu tellement gros que c'est cette vie propre des actifs financiers qui fabrique les fluctuations économiques. C'est quelque chose qui pose une vraie question, et qui pose la question de la taille de la finance par rapport à l'économie réelle. Et comment on peut inverser ou réduire cette taille, ce poids-là? Est-ce que c'est la régulation? Est-ce que ça suffira, des contraintes juridiques? Je pense que c'est assez largement les politiques monétaires qui ont provoqué ça. C'est-à-dire qu'on a inondé depuis 15 ans ou 20 ans le monde de monnaie pour faire repartir les économies, pour essayer de déprécier les taux de change. Et cette monnaie, forcément, elle fabrique de l'endettement et elle s'investit dans les actifs. Donc quand vous regardez les séries, il y a une croissance extrêmement parallèle de la quantité de monnaie et du taux et de l'endettement ou de la capitalisation boursière ou des prix de l'immobilier. Donc je pense qu'il y a une très grande responsabilité des banques centrales, qui jamais l'avoueraient à aucun moment, mais dans le développement de la taille de la finance. Sans la liquidité énorme qui était injectée par les banques centrales, la finance n'aurait pas pu croître. Mais si on ne pense pas à cette hémorragie, comment on peut justement agir sur les problèmes de problèmes techniques, de progrès techniques ou de crise européenne? C'est ça. Alors justement sur le progrès technique, vous disiez qu'en France et en Europe d'ailleurs, même si on investit, on a du mal au final à vraiment dépasser les États-Unis. Donc ça ne donne pas vraiment envie de rester en France et d'entreprendre. Et ça m'amène au sujet notamment de l'évasion fiscale. Et on en a parlé récemment avec la sortie de M. Cameron, qui donc en ce moment se fait très médiatique. Et lors du Forum économique mondial à Davos, il a affirmé qu'il utiliserait sa présidence du G8 pour lutter contre l'évasion fiscale. Ce que Mme Merkel d'ailleurs a soutenu. Est-ce qu'en France, on n'est pas un peu en marge? On voit qu'il y a une tentative de taxer à 75%, même si ça ne va pas pouvoir forcément être mis en place. Mais ça pousse un peu donc, au sujet qu'on voulait aborder avec vous. Est-ce qu'il faut fuir la France? Je réponds d'abord sur la fiscalité. Dans la littérature de recherche économique, on trouve les deux thèses. On trouve la thèse que la concurrence fiscale a des avantages. Concurrence fiscale, ça empêche qu'il y ait des gouvernements dépensiers qui puissent mettre les taux d'imposition à des niveaux extravagants parce qu'il y a d'autres pays qui ont une fiscalité plus raisonnable. D'un autre côté, on sait que la concurrence fiscale exagérée est dramatique parce qu'elle pousse les taux d'imposition de tous les facteurs délocalisables vers zéro. Dans la réalité du monde aujourd'hui, je pense qu'il y a une partie de la concurrence fiscale a cet effet positif. Peut-être revenons sur le Royaume-Uni. Enfin, si on n'avait pas le Royaume-Uni, l'Irlande, c'est-à-dire des pays qui ont des fiscalités assez agressives, il n'y aurait aucune limite peut-être à l'augmentation de la pression fiscale dans les pays d'Europe continentale. Donc, il y a une partie de la concurrence fiscale qui probablement a un effet bénéfique parce qu'elle discipline les gouvernements. Après, le vrai problème, c'est l'optimisation fiscale des grands groupes.
C'est pas normal que les grands groupes puissent localiser tous leurs profits en Irlande, payer 12,5% d'impôts, alors que ces profits sont générés partout dans le monde. Donc là, on est quand même dans un détournement complet de la concurrence fiscale, qui est simplement... donc ça, il faudrait pouvoir le coordonner. Mais vous voyez, il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès inverse, où on aurait tellement tout coordonné que le vice fiscal, finalement, serait plus pénalisé, quoi. En fait, vous dites plus globalement, au-delà de la concurrence fiscale et du poids de la fiscalité, que le problème en France et dans de nombreux pays européens, c'est le poids de l'État qui... Bon, le poids de l'État en soi, ça n'a rien de mal en absolu, mais par rapport au résultat, il est trop fort et qu'il y a une sous-efficacité de l'État. Alors, d'où ça vient ? Est-ce que c'est ces feignasses de fonctionnaires ? Est-ce que c'est cette paperasse interminable ? Est-ce que c'est ce jacobinisme centralisateur qui fait que l'État est sous-efficace ? On comprend ça. On a fait un travail qui utilise les statistiques de la Banque mondiale de performance de l'État. Et on montre qu'on pourrait en France avoir exactement la même performance de l'État, au lieu de dépenser 56% du PIB en dépenses publiques, en dépensant 48% du PIB en dépenses publiques. Donc il y a un problème de productivité, et c'est pas les finances de fonctionnaires, c'est un problème d'organisation générale. Tous les pays qui ont réussi à améliorer la productivité de l'État ont remis complètement en cause la structure de l'État. C'est pas, vous savez, il y a un truc en France qui s'appelait la RGPP, sous Sarkozy, qui est un truc qui peut pas marcher. Vous prenez les services un à un et vous dites où est-ce qu'il y a du gras ? Ah bah il y a 2 types, là on va les virer. Mais là c'est misérable, quoi. C'est totalement gagne petit pour améliorer la productivité. Il faudrait informatiser par exemple. Non, ça c'est fait. C'est fait, mais non, il faut réfléchir totalement à la structure de l'État. Les Suédois ont redécoupé l'État en une quinzaine d'agences qui ont chacune des fonctions extrêmement précises, qui sont jugées sur des performances à long terme et pour lesquelles il n'y a pas de recouvrement. Alors, regardez un dossier en France, combien de ministres sont en charge de chaque dossier ? C'est absolument effrayant, quoi. Donc, il faudrait vraiment refaire totalement la structure de l'État. Vous dites que pour la compétitivité, donc je vous cite, en réalité, pour retrouver sa compétitivité, compte tenu de son niveau de gamme, parce que le niveau de gamme, on en parlait avec Benjamin Coria, donc des économistes atterrés, il y a un mois et demi, que c'est Vous êtes mauvaise fréquentation, non, pardon. Écoutez, on essaye d'avoir tout le spectre. Voilà, on a mis plusieurs. Mais globalement, vous vous accordez sur la question du niveau de gamme en France, qui est trop moyen et pas assez haut de gamme comme en Allemagne. Et vous dites, la France devrait réduire son coût du travail de 20% environ. Est-ce que ça veut dire, que quand on est un pays riche, il faut faire forcément du haut de gamme, et 2, est-ce que c'est pas un peu irréalisable de baisser les salaires de 20%? Parce que je n'ai pas suggéré de baisser les salaires. J'ai dit, compte tenu de notre niveau de gamme, nous sommes 20% plus chers que les Allemands. On ne peut pas regarder que les salaires. On a les mêmes salaires dans l'industrie que les Allemands, y compris charges sociales. Mais en soi, ça ne veut rien dire, parce que ça dépend de ce que vous fabriquez. Donc, corrigé du niveau de gamme, nous sommes 20% plus chers que les Allemands. Et alors après, évidemment, on aimerait mieux être capable de monter en gamme et garder, c'est pas tellement les salaires d'ailleurs, c'est la pression fiscale sur les salaires qui permet de financer la protection sociale. Simplement, après, c'est facile d'avoir des idées générales et de dire monter en gamme, mais ça recouvre quoi dans la vraie vie, la montée en gamme ? C'est extrêmement compliqué. Quand est-ce que les constructeurs automobiles français pourront faire du haut de gamme ? Peut-être sans doute jamais. Est-ce qu'on reconstituera une industrie de l'informatique qui a totalement disparu en France ? La réponse est probablement non. Donc on a un problème qui est monstrueusement compliqué. Alors le gouvernement l'a attaqué un tout petit peu, vous savez, par ce qu'appelle le CICE, donc qui est cette baisse des impôts des entreprises liés à leur masse salariale. Et ça va réduire, ça va redonner aux entreprises industrielles 4 milliards d'euros de marge. Crédit d'impôt qui s'appelle crédit d'impôt compétitivité emploi. Bon, en fait, c'est une défiscalisation liée au salaire. Ça va rendre 4 milliards d'euros de marge bénéficiaire aux entreprises industrielles. Si on voulait que les entreprises industrielles en France récupèrent le niveau de marge des entreprises industrielles allemandes, il faudrait que les marges augmentent de 100 milliards d'euros. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme et monstrueux, quoi. Donc notre problème monstrueux, c'est... on ne veut pas baisser les salaires pour des raisons évidentes, on ne veut pas réduire la générosité de la protection sociale pour des raisons évidentes, et on ne sait pas monter en gamme, en tout cas dans le court terme. Juste avant de passer aux questions de la fin, je voudrais juste revenir avec vous sur un paradoxe de l'action publique. À la fois, on a l'impression, le gouvernement est taxé de ne pas faire de réformes structurelles, mais aussi de... Comment dire je vais citer une question d'un auditeur qui est Antoine Lamberti, qui disait, en gros, le plan de financement 2013 a en gros pour ambition de revenir à 3% de déficit public, mais il y a des économistes qui disent qu'il vaut mieux réduire les dépenses et d'autres qui disent qu'il vaut mieux augmenter les recettes. Est-ce que c'est toujours possible d'avoir des contradictions comme ça, et qu'est-ce qu'il faut croire, en fait, entre réduire les dépenses? Là, on est dans un sujet très compliqué, qui est très débattu en ce moment. Il y a des limites à l'économie.
on essaie de savoir en ce moment comment on réduit les déficits publics avec le minimum de coûts en chômage, avec des études qui essaient de différencier les politiques de réduction des dépenses, d'augmentation des impôts, selon qu'on est dans une récession, selon qu'on est dans une expansion, selon que la politique monétaire est restrictive, qu'elle est expansionniste. Et honnêtement, je pense qu'on ne sait pas. Donc je crois qu'à certains moments, les économistes doivent dire soyons modestes. On ne sait pas faire d'expérimentation en laboratoire en économie. Donc vous allez regarder ce qu'ont fait les Suédois ou les Canadiens, mais ce n'est pas une expérimentation pure. Parce que dans le même temps, il y avait de la croissance, il y avait des mouvements des taux de change. Et d'autres structures. Et donc l'expérimentation en laboratoire qui est je réduis mon déficit public et donc je sais exactement analyser la manière la plus optimale de le faire, elle n'existe pas, c'est trop compliqué. Donc à un certain moment, il faut admettre qu'on ne sait pas et qu'on est à la frontière de ce qu'on sait mesurer. Et là, je crois qu'on est vraiment à la frontière. On a le sentiment qu'aujourd'hui en Europe, pour toutes sortes de raisons raisonnables, le coût en emploi des politiques de réduction des déficits est plus élevé que ce qu'on croyait, et plus élevé qu'aux États-Unis, par exemple. Et probablement parce que, comme les Européens veulent se désendetter, ça se cumule, si vous voulez, aux politiques budgétaires restrictives. Regardez ce qui s'est passé au Canada ou en Suède dans les années 90, les gens se sont réendettés, ce qui a permis de soulager quand même l'activité. Donc on a l'impression, mais après... Ce que vous demandez, en plus, on a l'impression dans les études que ça dépend de l'horizon, que ce qui est mieux la première année, c'est moins bien la troisième. Enfin, oui, donc on est vraiment à la limite de notre savoir, je pense. Merci beaucoup, Patrick Artus, donc chef économie chez Natixis.